Alors effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus un seul rendez-vous auprès des entreprises sans qu'on aborde ce sujet de la finance durable, en tout cas très peu. Les défis sont nombreux, mais les sujets sont aussi très techniques. On a plein de jolis mots, SFDR, MIFID, CSRD, mais du coup, on serait quand même arrivé, pour le coup, là, sur ces sujets-là, sur une espèce de plateau, avec une commission européenne en pause. Et là, c'est le temps vraiment d'absorber un petit peu tout ça. Si on fait un petit état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de toute cette réglementation qui a quand même drivé et que l'on a reçue aujourd'hui dans le secteur de la gestion d'actifs, mais auprès des entreprises, et qu'on a absorbé. Je me tourne vers vous, Hervé. Oui, il faut avoir en tête qu'on a trois blocs de réglementation qui font du sens parce qu'ils sont justement là pour s'accompagner les uns les autres. Il y a un bloc qui concerne les entreprises, vous avez mentionné CSRD, c'est-à-dire la capacité des entreprises à mesurer leurs impacts environnementaux et sociaux et à en rendre compte dans leur comptabilité. Donc ça, c'est voilà, c'est le point de débat. On a envie de dire, c'est compliqué d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux des entreprises si elles-mêmes le mesurent pas. Donc on a des données, des experts, etc. Mais globalement, les entreprises font l'objet d'une réglementation qui va venir progressivement plus contraignante sur leur capacité à remonter leurs impacts environnementaux et sociaux. Et puis ça, c'est pour la partie entreprise. Et pour la partie investissement qui nous concerne, on a deux réglementations qui se répondent parfaitement, qui est le côté demande des épargnants. C'est-à-dire, est-ce que les épargnants, donc ça c'est les parcours clients dans MIFID, est-ce que les épargnants sont sensibles à le fait que leurs investissements aient des impacts environnementaux ou sociaux positifs, négatifs, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse, vers quoi ils veulent aller. Donc ça, on met en place un questionnement auprès des clients en disant, voilà, on ne peut plus regarder les investissements que sous l'angle unique du fameux couple risque-rendement, mais qu'il faut qu'on ait un troisième axe pour regarder les investissements qui soient cette qualité environnementale et sociale. Et donc ça, quels épargnants sont sensibles à ça ou pas, donc ça c'est MIFID. Et puis troisième axe réglementaire, qui est de dire, s'il y a une demande, comment on peut évaluer la qualité des produits sur ces enjeux-là. Et donc ça c'est la partie SFDR avec les fameux articles 6, 8, 9. Voilà, donc c'est vrai qu'on a eu un peu... Chaque acteur de la chaîne a sa réglementation. Aujourd'hui, tout est couvert. On a eu un peu comme ChatGPT, là, boum, une explosion, et tout le monde s'est dit, oh là là, mais mon Dieu, faut que je change tout, etc. Et puis que là, on est, pour reprendre votre image, sur un espèce de plateau, en se disant, on ne va pas avoir de nouveautés réglementaires, a priori, dans les 18 mois qui viennent. On est plutôt sur une phase où chacun va mettre en œuvre, voir qu'est-ce qui remonte, les chiffres taxonomie des entreprises, les fameux articles 8 et 9, comment on répond à ça, la mise en place pour les conseillers concrètement dans les banques des parcours clients. Voilà, il y a aussi beaucoup de pédagogie. Donc je pense que pendant 18 mois, on va vivre plutôt avec une stabilité réglementaire, mais qui est une stabilité de surface. C'est-à-dire que, oui, alors pardon, ça j'inquiète, c'est une stabilité de surface parce que, en fait, on va challenger ces réglementations. En fait. La réglementation, c'est un sujet extrêmement compliqué, émouvant. Et donc, cette réglementation, je l'ai dit plusieurs fois, il va non seulement falloir s'habituer à vivre, mais il va falloir s'habituer à vivre avec une réglementation qui va être mouvante sur ces sujets-là. Et donc, les premières étapes 2 de ces réglementations sont déjà en préparation. Et on va rentrer dans des phases de consultation sur ces sujets-là. En vue d'amélioration. En vue d'une amélioration d'un point de vue transparence, on l'espère. Hein. Alors après, voilà, ça c'est le sujet réglementaire. Et puis après, je voudrais quand même revenir, parce qu'on est investisseur, et en Europe, il ne faut quand même pas qu'on fasse l'erreur qu'on a toujours tendance à faire, c'est qu'on a les meilleures réglementations, mais on oublie d'avoir l'industrie. Donc, il faut avoir des réglementations sur ces sujets-là, évidemment pertinentes, mais il faut aussi avoir une industrie. Il faut avoir une industrie de la finance durable, et il faut savoir aussi construire l'environnement économique pour que les entreprises qui jouent le jeu et qui sont en avance sur ces sujets-là aient les meilleurs moyens possibles pour et pas une concurrence entre guillemets déloyale extérieure sur des normes environnementales ou sociales qui sont plus faibles. Et ça commence aussi à être intégré. Et donc c'est aussi une thèse d'investissement qui est en train d'être intéressante, notamment sur tout ce qui va être les chaînes agricoles, etc. On va voir des sujets dans le non-coté et dans le côté, des sujets où on va repenser les chaînes d'approvisionnement, l'organisation des entreprises en fonction de ces normes environnementales et sociales. Très bien.
Arnaud, pour vous aussi, on est sur un plateau. Cette réglementation, comment déjà vous la percevez aujourd'hui? Je partage ce qu'a dit Hervé complètement. Concrètement, mon sentiment, c'est qu'il va falloir digérer tout ça. C'est cette phase, le plateau, c'est un peu la digestion pour voir s'il y a des ajustements à faire. Peut-être une ou deux choses à préciser de mon côté. Tout nus, Exactement. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que le diable est dans le détail. Et donc, effectivement, l'implémentation, on n'est pas en train de dire qu'on va se reposer sur ce plateau. Je pense que pour certains, c'est là où... c'est là où ça commence. Exactement. Maintenant qu'on a vraiment le cadre, je pense notamment pour les entreprises, avec le CSRD, il va falloir remonter des indicateurs et c'est pas... un moindre mal de mon point de vue. Deuxième chose, Hervé l'a mentionné sur le côté un petit peu européen de ce cadre qu'on décrit. Effectivement, l'Europe s'est dotée de toute cette réglementation. Il faut bien être conscient que c'est une réglementation européenne qui s'adresse essentiellement aux entreprises européennes, que ce soit les asset managers ou les entreprises dans lesquelles on peut investir. Donc aujourd'hui, l'un des gros sujets, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'échelle globale. Les Anglais sont en train de réfléchir, parce que maintenant ils ne sont plus dans l'Europe, sur leur propre façon de définir la durabilité, et les entreprises, ils ne seront pas sur ces articles 6, 8, 9, ils sont en train de parler potentiellement d'entreprises en transition. Les Américains ont leur propre approche un peu plus pragmatique, certains diraient, ou avec un petit peu moins d'attente aussi. Et donc le vrai sujet, par exemple, nous on gère des portefeuilles globaux, c'est que ces indicateurs qu'on attend des entreprises pour pouvoir donner plus de transparence aussi sur la nature des investissements et le reporting, on va pas pouvoir l'avoir comme ça sur des petites boîtes aux États-Unis qui font du business 100% domestique. Donc c'est aussi un peu, sans vouloir faire peur, mais c'est pas quelque chose qui va permettre de tout résoudre du jour au lendemain, quoi. Oui, ça donne un cadre, mais je pense qu'on est dessus là pour pas mal d'années à venir. Alors, il y a aussi un autre sujet qui remonte parfois dans le cadre de cette transition, et c'est sur la décroissance que ça va apporter. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Là, j'ai entendu quand même beaucoup d'investissements. Investir dans la décroissance, c'est quand même pas facile. Et je pense que c'est vraiment un débat piégé et un peu dommageable, à mon avis, sur ces thèmes-là, puisque si on reprend un peu l'historique sous-jacent de la pensée sur une économie durable, qu'est-ce que c'est? Une économie durable, c'est quoi? C'est faire plutôt le constat que le modèle qui a été construit en se disant, si je devais schématiser, on a une économie dans laquelle les entreprises sont là pour créer le maximum de richesse, donc on va dire faire le gâteau le plus gros possible. Et puis après, il y a des États, des collectivités publiques qui sont là pour savoir comment on le partage, comment on utilise, on taxe une partie de ce gâteau-là pour s'assurer que justement l'environnement est réparé, les inégalités sont réduites, etc. Donc je schématise à l'extrême, mais c'était quand même ça le modèle sur lequel on a vécu. Et puis on a vécu sur une deuxième aussi croyance très forte, qui était de dire, pour que ce gâteau soit le plus gros possible, il faut absolument que les entreprises soient drivées uniquement par une seule chose, qui est la maximisation de la valeur actionnariale. Et le point de départ d'une économie plus durable, ça a été de dire ce n'est plus possible dans un monde globalisé. C'est-à-dire que les États, collectivités publiques ne sont pas en mesure de traiter l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux des entreprises. Et donc, il va falloir que les entreprises réinternalisent une partie de leurs impacts. Ça fait partie de ce que vous disiez tout à l'heure, de repenser en fait. Repenser ça. Et quand on dit repenser ça, du coup, ça voulait dire aussi repenser la notion de croissance, puisque l'idée, c'était de dire, qu'est-ce qui fait la richesse des nations? Ça peut pas être juste un PIB, mais donc la qualité de l'emploi, le niveau des inégalités, l'environnement en ressources naturelles, etc., sont des éléments des richesses des nations. Et donc, le point de départ de la finance durable et d'une économie du développement durable, c'est justement de ne pas tout ramener au sujet PIB, croissance ou décroissance. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas quel sera le résultat. C'est la même erreur que font les gens en se disant on va gérer une entreprise pour maximiser la croissance. Je crois que c'était récemment le patron d'une grande entreprise de luxe française bien connue qui disait, moi je dis pas à mes équipes de maximiser le profit. Je leur dis de maximiser la qualité des produits et la reconnaissance des marques.
Et le profit est la résultante de ça. Donc là, les sujets, c'est pas de savoir si on va être croissant ou décroissant. Le sujet, c'est d'investir dans la transition écologique, c'est d'avoir des entreprises qui jouent le jeu de la réduction des inégalités, du partage de la valeur, etc. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Comment ça va se conduire sur la somme des valeurs ajoutées individuelles qui font le PIB? C'est un gros point d'interrogation. Mais quelque part, on sait aussi que l'équation va devenir plus compliquée, puisque à long terme, il n'y aura pas de PIB florissant avec une économie à 4 degrés quelque part. Donc, cette idée, le court terme, on maximise, et c'est ça qui maximise le long terme, est fausse. Et donc, si on veut maximiser la croissance de long terme, de toute façon, il faut traiter ces sujets d'impact environnementaux et sociaux.